Je vais vous présenter Franck. Le programme de la journée, je ne vous le présente pas, vous l'avez là, non, il est sur les chaises, vous devez la voir, sinon vous le prenez à l'entrée. Alors, Franck Chevillard est un investigateur indépendant, passionné par la compréhension des phénomènes qui nous entourent, en lien avec notre naissance, la construction de notre vie plus ou moins longue, notre départ vers l'au-delà et l'univers. Désolé, j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. Né dans une famille aux étranges capacités, ah ouais, lui-même affecté par celle-ci, il n'a eu de cesse de rechercher à partir de sa formation scientifique et technique le lien entre le monde physique, matérialiste, le monde invisible, immatériel et nu. Il vous fera partager ses découvertes et sa vision. Après, on va faire un déjeuner, j'ai pas trop mal. Bonjour à tous. Alors il va falloir être un petit peu indulgent avec moi parce que c'est ma première conférence. Donc je vais avoir une tendance à ne pas être forcément tout le temps face à vous parce que je vais lire des choses que j'ai écrites. Il y a des choses que je connais et puis d'autres que je ne connais pas par cœur parce que je ne veux rien oublier pour essayer de vous faire une conférence pour vous expliquer le cheminement que j'ai eu. Voilà, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent. Merci. Alors, comme vous le voyez, ici, j'ai intitulé la conférence « Comment le cœur pousse nos messages vers l'au-delà ». Alors vous allez me dire pourquoi le cœur et pourquoi c'est le cœur qui pousserait les messages vers l'au-delà. Alors je vais vous expliquer tout le cheminement. Voilà le sommaire. Donc on va voir les événements qui se synchronisent, parce que tout autour de nous, on a un ensemble d'événements qui se synchronisent en permanence. On va voir un premier lien avec l'univers. On va voir comment l'univers répond à nos demandes. On va voir un deuxième lien avec l'univers. Ensuite, on verra la réplication. Elle est partout à différentes échelles. Et puis ensuite, on va voir la pulsation du cœur vers l'au-delà. Si j'ai le temps, je vais vous faire faire une expérience, tous ensemble. Et puis, j'arriverai à la conclusion et à la fin de cette conférence. Alors, la première partie, c'est les événements se synchronisent. Qu'est-ce que j'entends par là? Le psychiatre Carl Gustav Jung, qui est le père de la psychologie analytique, désigne les synchronicités comme une coïncidence temporelle de deux ou plusieurs éléments sans lien causal et chargés d'un sens identique ou analogue. Il considère dans plusieurs de ses ouvrages que les synchronicités sont une forme de réponse de l'univers provenant d'une conscience collective, à un besoin exprimé consciemment ou inconsciemment par une personne dont l'émotion est intense. Pourquoi j'ai souligné en rouge le besoin exprimé consciemment ou inconsciemment par une personne dont l'émotion est intense? C'est que vous allez voir que votre cœur, à l'intérieur de vous, c'est l'organe essentiel pour propager des messages vers l'extérieur. On a tous appris à l'école que c'est notre cerveau qui pilote l'ensemble de la machine. Et en fin de compte, quand on veut propulser un message vers l'extérieur de nous, alors vers des défunts par exemple, ou d'autres types de messages, il faut que ça vienne du cœur. Alors si nous sommes ici ensemble aujourd'hui, c'est que nous avons au moins 4 ou 5 points communs, tous ensemble, qui nous rassemblent. Une personne décédée plus ou moins proche de nous, l'envie d'en savoir plus sur la mort et sur ce qui se passe après, des ressentis étranges, instinctifs ou recherchés qui sont tout autour de nous ou au fond de nous, sans forcément les comprendre. Il y a des gens qui ont eu des ressentis de certaines choses, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Une série d'événements passés et présents qui ont provoqué des synchronicités pour que nous soyons tous ici. Si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir qu'il y a des événements qui sont passés autour de vous qui ont fait que ça vous a amené tout doucement à venir à cette conférence. Et le fait que nous avons tous un cœur qui bat, ça c'est la première chose qui se met en route dans le corps humain, et qui nous relie les uns aux autres dans les moments de grandes émotions. Parce que l'être humain a une particularité, c'est que quand il est dans un moment de très très grande émotion, il peut se connecter aux autres beaucoup plus facilement que quand il ne s'occupe que de lui.
à travers cette conférence. Donc je vais vous donner un autre angle de vue que celui que vous avez appris à l'école, défini par la science ou la religion. J'espère que cela vous donnera de l'espoir et changera à jamais la compréhension de ce qui vous entoure. Alors tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Franck, j'ai en âge Thérèse bientôt 54 ans. Et puis, en ce qui concerne mon âme, beaucoup plus, mais ça c'est une autre anecdote. Pendant mon adolescence, j'ai eu la chance de faire 2 parcours d'études, un parcours à l'école, très classique, des sciences classiques avec une préférence pour la science physique, l'espace, l'informatique, le dessin et la mécanique. Après, j'ai eu un parcours personnel, des sciences parallèles, grâce à une mère magnétiseuse et un grand-père conjureur de brûlures. J'ai étudié la cartomancie, le magnétisme et surtout l'étude des rêves, car beaucoup de mes rêves étaient prémonitoires sur moi, sur mon futur et sur des catastrophes où beaucoup de gens mouraient, c'est-à-dire des tremblements de terre, des problèmes dans les tunnels, des choses un petit peu complètement farfelues, des effondrements d'immeubles, des guerres, etc. C'est ce qui m'a amené à étudier la numérologie, la radiesthésie et la géobiologie pour essayer de dater, localiser, ressentir la Terre pour préciser le moment de l'événement, pour prévenir. Parce que je faisais énormément de rêves prémonitoires. Toute ma jeunesse, j'ai été envahi d'un tas d'images et au fur et à mesure, ça se présentait devant moi. Et les événements, en fin de compte, faisaient que je pouvais que constater que c'était bien des rêves prémonitoires. Mais comme j'ai fait des études qui étaient scientifiques et techniques, je ne comprenais pas bien la relation qu'il y avait entre les deux. Donc je n'ai pas arrêté de chercher le lien entre ces 2 mondes, entre guillemets, un monde très matériel et un monde complètement immatériel. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme l'événement était inéluctable, on aurait dit que le destin de ces personnes était scellé, comme une forme de loi karmique, comme disent les bouddhistes. Alors avec autant de morts dans ces événements, j'ai continué mes recherches sur la mort imminente et ce qui entoure la mort. Donc les prédictions, la projection astrale, la communication avec les défunts, la méditation pour se déconnecter du matériel, calmer ses pensées, prendre conscience de son corps, ressentir nos centres énergétiques et contrôler notre respiration et notre cœur qui est si précieux. Alors vous voyez, c'est la 2e fois que je vous parle du cœur dans cette histoire. Parce que quand on regarde les bouddhistes, les moines bouddhistes, ils vous disent tous qu'il faut faire une introspection intérieure, il faut apprendre à calmer son esprit et que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Alors quand ils disent ça, ils parlent du cœur et des vibrations que le cœur provoque. Était-ce cela donc pour moi? Est-ce que c'était ça le point de départ? Ces rêves prémonitoires étaient peut-être là pour une autre chose que de prévenir quelqu'un. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que si je faisais des rêves prémonitoires, peut-être ma carrière future serait d'être voyant, et puis j'étais là pour prévenir les gens qu'il allait arriver une catastrophe. Mais en fin de compte, c'était peut-être autre chose. Donc mon grand-père, après son décès, il est venu dans mes rêves m'annoncer des événements futurs, vérifiables ensuite. Je lui avais demandé de me faire des signes peu avant sa mort, et il l'a fait à sa façon. Un autre phénomène étrange dans ses rêves, c'est que j'y voyais des choses qui n'existaient pas encore. Des bateaux naviguant sur des ailerons, des voitures futuristes sans pilote, des ordinateurs pour dessiner, des hommes volants comme des avions, etc. Et quand je le racontais à ma mère, elle me disait que j'avais trop d'imagination. Et je vous assure que j'ai vu des choses à l'âge entre 14 et 19 ans, que je ne connaissais pas. J'ai cherché dans des bouquins et tout ça, si ça existait, mais ça n'existait pas. Alors ce que j'ai fait, là c'est juste pour vous faire une petite démonstration. Quand je dis que les événements ils se synchronisent, eh bien c'est qu'il y a des choses qui sont, à partir du moment où vous êtes jeune, des choses qui sont mises en place tout autour de vous pour vous intéresser à un domaine. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris les ouvrages qui ont été mis à ma disposition et les films que j'ai regardés. Alors sur ce slide, on voit qu'à l'âge de 12 ans, parce que ma mère était magnétiseuse et puis qu'elle s'intéressait à tout ça, elle avait un bouquin qui s'appelait La vie après la vie. Donc j'ai mis le nez dedans, mais j'avais 12 ans. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Guide pratique du voyage hors du corps. Parce que je me suis dit, quand on décède, c'est qu'on doit voyager à l'extérieur.
Donc il doit y avoir des gens qui ont écrit un truc là-dessus, donc j'ai cherché, et j'ai trouvé ce livre. Et puis comme je faisais des rêves prémonitoires, j'ai acheté ce livre, La magie des songes, j'avais 17 ans. Et puis ensuite, je vous fais la démonstration. À 17 ans, j'ai regardé comment on pouvait pratiquer la parapsychologie. À 18 ans, je me suis intéressé à la numérologie parce que je me suis dit qu'avec les chiffres, on pouvait faire des calculs sur les événements prémonitoires et peut-être que grâce à ça, j'allais pouvoir prévenir des gens. Et puis ensuite, j'ai acheté un autre dictionnaire des rêves pour essayer de trouver d'autres réponses parce que quelque chose qui est particulier à l'intérieur de notre conscience, j'ai remarqué que quand je notais tous mes rêves, au fur et à mesure que les éléments que je notais correspondaient en fin de compte à des éléments qui étaient dans le livre, eh bien mon cerveau tout doucement supprimait un par un les mots qui pouvaient me servir à faire des traductions. Donc de temps en temps j'avais du mal à analyser des rêves qui étaient pas des rêves prémonitoires mais d'autres types de rêves. Et le cerveau est vachement bien fait parce que tout doucement, pour me protéger, puisque les rêves c'est fait pour... c'est une soupape de sécurité pour notre état psychologique. Vous avez les rêves prémonitoires qui sont des rêves qui sont comme si vous étiez dedans quand ça arrive, puis vous avez les autres rêves qui sont complètement différents. Et ces rêves, vous pouvez les analyser, donc il existe des dictionnaires avec une étymologie, des définitions, etc. Mais tout doucement, il a effacé tout ce qui me servait à faire de la compréhension autre que les rêves prémonitoires. Donc j'ai acheté un deuxième bouquin, puis je me suis aperçu que ça fait pareil. Et puis ensuite, quand on regarde les dates, donc vous voyez, de 12 ans à 25 ans, c'est les livres que j'ai lus. Et de 22 ans à 32 ans, c'est les films que j'ai été amené à regarder. Et quand on voit, il y a Ghost, où là, on commence à... Il y a des gens qui ont fait des films en se disant, tiens, l'âme sort peut-être du corps d'une certaine façon. Il y a l'expérience interdite, qui m'a beaucoup intéressé, pas pour le côté fiction, mais pour le côté, si on faisait exprès de mourir et qu'on était réanimé, comment on fait pour passer de l'autre côté? Et puis là, il y a Au-delà de nos rêves, où c'est une vision du paradis et de, entre guillemets, l'enfer, suivant ce qu'on ressent. La cité des anges, le sixième sens, etc. Donc vous voyez, tous ces événements se sont passés entre 12 ans et 32 ans. Et si vous faites attention à votre enfance, eh bien, essayez de faire une rétrospective de tout ce qu'on a mis autour de vous et d'analyser, en fin de compte, pourquoi vous avez ça autour de vous. Donc, Émile Sifu, il est improbable que ça puisse paraître entre 16 ans et 22 ans. Donc, grâce à tous ces rêves, je savais que je changerais de métier plusieurs fois, sans comprendre pourquoi et comment, que ma femme serait blonde alors que je rencontrais des brunes, ça c'était amusant, que j'aurais 2 enfants alors que j'en voulais pas, au départ, et puis que de grandes catastrophes tueraient beaucoup de gens sans que je puisse les prévenir à l'avance. De plus, ce qui est amusant, ce sont les phrases que l'on peut dire lorsqu'on est ado, et surtout la façon dont on ressent les choses. À 15 ans, il y a mon beau-père qui m'a emmené dans une boîte de nuit pour voir à quoi ça ressemblait, parce que j'arrêtais pas de le bassiner avec ça, j'étais passionné de musique, donc je lui ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais m'emmener dans une discothèque pour voir à quoi ça ressemble? On avait un ami de mes parents qui en avait une, donc il m'emmène. Et puis quand j'arrive là-bas, j'aurais dû faire comme tous les jeunes, c'est-à-dire passer ma soirée à danser, et puis hop, terminé. Non, j'ai passé ma soirée à tout regarder dans le détail. Et quand je suis sorti, la première phrase que j'ai dit à mon beau-père, avec une émotion mais intense, une émotion qui part du cœur, j'ai dit, un jour j'aurai une discothèque. Alors je vous raconterai à la fin, à 33 ans, ce qui est arrivé dans ma vie. Je me suis posé une seule question, donc à cette époque, pourquoi tous ces rêves réels et situations, et surtout, pourquoi faire? Puis les événements sont enchaînés les uns avec les autres, avec une précision implacable, comme si tout était écrit à l'avance, avec plusieurs trajectoires possibles, mais une seule direction du point A au point B. J'ai découvert que même des événements éloignés sans rapport à l'instant T où nous les vivons, les apprentissages complets ou partiels dans notre métier, les passions pour une activité annexe, la musique, la peinture, la plongée, la randonnée, la voile, etc., les rencontres avec des personnes improbables, des gens qu'on ne connaît pas, mais pourtant si importantes dans les changements de trajectoire, les décès de proches pour comprendre un message, pour notre évolution personnelle ou des changements de cap ou de lieu. Si vous faites attention,
quand quelquefois il y a un décès dans votre famille, ou très très proche de vous, ou même d'un ami, quelquefois ça a des conséquences sur vos choix. Ça va vous amener à avoir une réflexion différente de l'habitude, et par exemple, ça va vous amener ici, où là vous allez chercher des réponses. Ça va vous aider quelquefois à changer d'endroit, de lieu. Voyez ? Donc retenez que tout est mis en symphonie pour que cela s'exécute selon les apprentissages que vous avez faits et que nous avons à faire, les choses qu'on a choisi de vivre et nos désirs enfouis au plus profond de notre cœur, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je reparle encore du cœur. Je sais que vous allez me dire avec de la colère intérieure, et je vous comprends dans ce moment de douleur ou de questionnement, l'apprentissage de la mort de mon conjoint, de mon enfant, d'un ami, fait partie de mes cours obligatoires de la vie, peut-être ? C'est peut-être ce que vous êtes en train de penser. C'est mon cœur qui m'a demandé de souffrir comme ça aujourd'hui, et dans quel but ? Et pourquoi en ce moment, j'avais pas assez de problèmes ? Parce que par rapport à ce que je vous ai dit avant, vous allez peut-être vous dire, il est gentil le monsieur, mais moi j'ai mes souffrances intérieures. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous démontrer que rien ne vous oblige ou vous obligez à souffrir autant, que votre cœur est votre allié le plus précieux en ce moment, que votre cœur sert à communiquer autour de vous et bien au-delà, que cet apprentissage de la mort peut être bénéfique pour vous. Nous ferons 2 expériences tout à l'heure ensemble pour vous prouver que c'est possible et quel pouvoir nous avons sur la matière, les personnes et le futur, mais avant tout, il faut que je vous explique comment ça marche et ce que j'ai découvert. Alors, je vais attaquer une petite partie après, c'est un peu physique, et pour vous faire la relation entre les deux. Donc au départ de mes études, c'était dans un univers très cartésien, la mécanique, la physique, l'électricité, les forces, la gravité, le temps, la vitesse, les objets en 2D et en 3D, toutes ces bases pour devenir dessinateur projeteur en mécanique et faire de la conception de produits industriels. Ça, c'est le métier que j'ai appris à l'école. Mais pourquoi le destin m'a poussé dans cette voie ? Car il n'y a pas de hasard. Pour faire ce métier, il faut être curieux de tout, aimer la recherche, apprendre, comprendre, inventer, remettre en question et trouver le lien qui permet d'assembler ce qui, au prime abord, ne s'assemble pas. Je suis né dans une famille... Pardon, il y a peut-être une petite erreur dans mon slide. Je suis né dans une famille avec des capacités qui étaient étranges pour moi au départ. Un grand-père qui conjure des brûlures, une mère magnétiseuse, un père violent, souvent alcoolisé, qui disparaît, et moi qui rêve du futur et de mort. Une drôle de mélange. Mais pourquoi le destin m'a fait naître dans cette famille ? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Pour faire des recherches sur les sciences parallèles, il faut y être confronté, il faut avoir des livres à portée de main, des personnes qui vous guident pour faire l'opposé de ce que l'on voit. Alors, un exemple tout bête, vous êtes dans une famille, vous vous dites « Oh là là, j'ai des parents alcooliques, je suis dans un environnement où mes parents sont pas riches, etc. » Mon père, il frappe sur ma mère, il y a des choses qui sont vraiment pas géniales. Mais vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous reproduisez ce que vous voyez, soit vous faites tout le contraire. Et c'est ça qui va déterminer 2 axes de vie complètement différents. Alors pendant plusieurs années, j'ai cherché le lien qui rassemblait ces 2 univers en observant toutes les choses qui nous entourent. Alors le premier lien avec l'univers. Voilà ce que j'ai découvert entre guillemets. J'ai d'abord cherché dans ce que j'avais vu, dans les livres de physique et d'astronomie, j'imaginais des trous de verre partout à plusieurs échelles autour de nous, qui passent de l'énergie quand on magnétise, de l'information à des échelles de temps différents pour les rêves prémonitoires, et de la lumière qui véhicule notre âme d'un univers terrestre à un autre univers. J'ai aussi pensé aux trous noirs, où au centre, la courbure de l'espace-temps diverge à l'infini, une sorte de passage pour l'âme où la singularité gravitationnelle l'empêche en théorie de revenir en arrière. Alors là, je vous ai mis des images, alors, je ne sais pas si au fond vous les voyez, mais en fin de compte, ça ressemble à un énorme entonnoir qui est dans l'espace, et on appelle ça un trou de verre. L'image d'en dessous, c'est un trou noir, où là, il n'y a pas de lumière du tout au milieu. La gravité à l'intérieur du trou noir est tellement importante que la lumière est prisonnière à l'intérieur et ne peut pas en sortir. Et moi, j'ai pensé que ça pouvait être une porte pour les âmes. Vous voyez, hop, on sort du corps, on passe à travers, et puis on va dans un autre univers. Et ici, c'est une photographie d'un trou de verre où on passe d'un univers à l'autre. Alors, je vais le faire comme ça. Soit on fait une trajectoire sur le plan de l'univers en imaginant que l'univers, c'est une feuille plate, et qu'on la courbe comme ça et on passe à travers, on va plus vite que si on fait tout le tour. Mais il y avait une question qui me revenait sans cesse, pourquoi ceux qui ont fait une mort imminente parlent d'un tunnel avec de la lumière au bout ? Parce que quand on regarde ces exemples,
dans le trou, c'est tout noir. Et là, j'ai pensé à un truc. Donc, avant de répondre à la question, je vais vous donner quelques bases de physique simple. Il y a deux types d'ondes. Il y a les ondes sonores qui ont besoin de la matière pour se propager. Donc, c'est les tableaux qui sont en dessous. Plus la matière est dense, plus le son va vite. Moins dans les gaz, plus dans l'eau et plus dans le fer ou la roche. Après, il y a les ondes électromagnétiques qui n'ont pas besoin de matière pour se propager à la vitesse de la lumière. Et puis la lumière, c'est une onde électromagnétique qui peut donc circuler dans le vide, ce que ne peut pas faire le son. Donc en conclusion, dans le vide, la fréquence du son ne se propage pas, mais la fréquence de la lumière, oui. Pour accorder un instrument de musique, on le fait à partir de la résonance d'un diapason, qu'elle est sur la fréquence du La à 440 Hz, c'est le tableau de droite. Nous verrons plus tard à quoi ça sert aussi, c'est important, parce qu'il y a eu un changement dans l'histoire. Parce que le son est quelque chose de très important, hein, même pour les défunts. Il y a une harmonisation du La, vous savez, quand on prend un diapason, on le tape, ça fait une note. Et jusqu'en 1884, le La, il était fait sur la fréquence de 432 Hz. Et ensuite, en 1939, les Allemands l'ont changé et ils l'ont passé à 440 Hz. Alors vous avez peut-être lu dans des bouquins, il y a des fréquences vibratoires dans la musique qui servent à guérir. Et ce changement de fréquence pour caler la musique, il a eu un impact sur ça. C'est pour ça qu'on a du mal à retrouver des informations, parce qu'avant 1884, chacun faisait ce qu'il voulait dans le pays où il était. Donc la musique n'était pas harmonisée pareil de la même façon. Ensuite, la partie du spectre lumineux visible de l'œil humain est très petite sur l'échelle de toutes les fréquences existantes, qui sont pour la plupart invisibles sans filtre ou caméra thermique. Donc ici, je ne sais pas si vous allez le voir avec le... Ici, ça c'est le spectre lumineux qu'on connaît en physique ou pas. Et puis, les petits pointillés que vous voyez avec la deuxième bande qui est en dessous, c'est ce que l'œil humain voit sur tout ce spectre. Alors ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on trouve ça dans les bouquins, mais est-ce que c'est pas notre œil qui verrait pas les choses tout à fait comme il faut? Et là, j'en ai déduit ça. Là, vous avez le trou vert en voyant l'espace comme c'est du noir partout. Et là, je me suis dit, tiens, si c'est un négatif dans l'autre sens. C'est-à-dire, la matière, elle est noire, et tout ce qui entoure la matière, c'est de la lumière. Et à ce moment-là, ça commence à avoir un sens, parce que, vous allez voir, je ne vous lis pas le truc à côté, je vous dis simplement que l'œil humain, s'il était capable de voir tout le spectre lumineux, eh bien, il devrait le voir comme ça. Donc quand on regarde les étoiles, normalement, les étoiles, ça devrait être des points noirs, et tout ce qui est noir, ça devrait être de la lumière. Et pourquoi j'ai fait ce parallèle? Parce qu'en fin de compte, tous les gens qui ont fait des NDE, ils ont vu un tunnel avec de la lumière en bas. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai trouvé. C'est que je me suis dit, si notre œil il était programmé comme il faut pour voir toute la lumière, ben c'est ça qu'on verrait. Ce qui veut dire que quand on sort de son corps, quand on meurt, eh bien, les gens, ils parlent d'un tunnel. Et pourquoi ils voient un tunnel? Parce que d'un seul coup, ils ne regardent plus avec leurs yeux. Ils regardent la lumière, mais comme un photon. Et à ce moment-là, ils voient tout le spectre lumineux. Et à ce moment-là, tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire là, ce qu'on a autour de nous, tout est noir, avec des nuances de gris. Et plus on va vers la vraie lumière, ben, plus tout est blanc. Il faut savoir que le blanc, c'est la composition de toutes les couleurs. Si vous mettez toutes les couleurs sur un disque et que vous le faites tourner vite, eh bien vous avez du blanc. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Donc l'univers, est-ce qu'il répond à nos demandes? Ben, pour cela, il suffit d'observer notre quotidien. Nous avons tous des expériences de coïncidence ou des signes du destin. Je vous donne un exemple. Un soir, je dis à ma femme, on ne connaît personne qui sait corriger les bouquins. On prend l'avion, on s'en va à Paris, je discute avec la personne qui est à côté de moi, et comme par hasard, c'est une personne qui fait la correction de livres. Amusant. Ensuite, plusieurs questions, on peut se poser plusieurs questions à ce stade. Mon cœur, est-ce qu'il pulserait mes messages de demande vers l'au-delà? Mon cerveau n'est-il pas celui qui se connecte à une conscience globalisée? La conscience globalisée ou collective, l'univers,
Dieu ne répondrait-il pas à mes messages sous forme de synchronicité? Ces synchronicités, ces coïncidences ou signes du destin ne sont-ils pas une modification de la matière qui nous entoure? Parce que là, on peut se poser cette question. Et est-ce moi qui modifie la matière et les événements dans le temps avec la complicité, la conscience globalisée des défunts ou d'autres entités qui se trouvent de l'autre côté dans un univers parallèle? Donc, voyons ce qui nous réunit aujourd'hui, une série d'événements en synchronicité parfaite pour rapporter des réponses à vos demandes et à mes demandes aussi. Le premier événement synchronique, c'est le fait d'avoir été touché par la mort, par un de nos proches, un de nos amis ou de nos collègues. Le deuxième événement synchronique, c'est nos différentes croyances qui déterminent plusieurs finalités possibles pour nous et le défunt. Alors, si on est de religion catholique, protestante, islamiste, je ne vais pas faire de détails, hein, je juge personne pour les religions, hein, attention, hein, c'est juste pour une démonstration. Pour nous, ce moment, il doit être triste et douloureux dans ces religions, et pour le défunt, c'est l'enfer ou le paradis, il n'y a pas d'autre choix. Quand on est de religion hindouiste, bouddhiste ou jaïsme, etc., pour nous, la joie est de rigueur, et pour le défunt, c'est la meilleure cohérence pour aider son âme à se réincarner. Une autre vision. Pour les athées, qui sont sans croyance, pour nous, le choix, il est libre. On peut être triste ou joyeux quand on a perdu quelqu'un. Et puis, Et selon notre ressenti, et pour le défunt, la mort n'a aucun mystère. Le cœur, il s'arrête, la vie s'éteint, le corps retourne à la terre. Et puis, il y a les curieux ou convaincus, et je pense que vous êtes beaucoup dans cette salle, avec ou sans religion, parce que chacun a ses croyances. Et bien pour nous, une autre vie existe après, le passage, que j'ai mis entre guillemets, et pour le défunt, c'est l'accès à un autre univers bien plus vaste et extraordinaire, dont on en trouve la porte un peu plus chaque décennie qui passe. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on en parle de plus en plus, parce qu'on a accès à de l'information, on partage beaucoup de choses. Si on remonte 100 ans en arrière, on écoutait ce qui se passait dans une église ou dans une mosquée, etc. Et puis on croyait tout ce qu'on nous disait, et puis on n'avait pas plus d'informations que ça. Alors là, ça va être facile pour les gens qui sont au premier rang, un peu plus compliqué pour les gens qui sont au fond s'ils ne voient pas les images. Ici, quand on regarde ce panel d'images, on a plein de couleurs partout. Et puis si on regarde dans le détail des images, on voit des gens qui dansent, on voit des gens qui sont gays, etc. Et pourtant, c'est un tour de monde de cérémonies funéraires. Ces différents pays, voilà comment ils voient la mort. Alors nous, on a une tendance à plutôt être triste, à faire quelque chose qui n'est pas gai, et ça, c'est pas génial. Alors qu'il y a plein de pays où, de la façon dont ils voient les choses différemment, eh bien la mort, elle n'a pas le même sens, et elle n'est pas aussi douloureuse. Le troisième événement synchronique, c'est une drôle de coïncidence, une personne, une lecture, une vidéo ou tout autre événement fortuit qui ont été mis sur votre chemin pour vous faire arriver jusqu'ici. Pourtant, une partie des personnes qui sont là aujourd'hui n'auraient jamais imaginé un instant participer à cet événement antérieurement. Parce qu'il y a quelques personnes dans la salle, levez la main si vous êtes là pour la première fois. Voilà, c'est un exemple parfait de ce que j'explique. Le quatrième événement, c'est la sensation d'une force ou d'une fréquence commune qui nous lie en ce moment, qui nous impose une empathie et une sensibilité pour ce que ressent notre voisin. Parce que vous allez voir, quand les médiums y parlent, eh bien on a des ressentis particuliers, mais ça c'est parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et puis pour ressentir cette force et entendre le message de la fréquence qui circule ici, nous devons faire exactement comme quand on règle une radio, en fin de compte. Il faut qu'on tourne notre potentiomètre interne. En fin de compte, pour capter en fin de compte, cette conscience globale et les défunts qui vont communiquer avec nous. Alors vous avez l'univers, nous on est ici sur Terre, et en fin de compte, on est comme une antenne, je vais vous le démontrer après. Et intérieurement, il y a des gens qui ont la capacité de tourner un bouton, comme si c'était sur une radio, qui arrivent à se caler sur la fréquence qui va bien, et d'un seul coup, ils entendent, ils voient, ils perçoivent, ils peuvent même deviner le futur. Et comme je le dis tout le temps,
Donc ce n'est pas parce que l'on ne voit pas la fréquence d'une onde radio qu'elle n'est pas là autour de nous. C'est-à-dire que là, dans la pièce, il y a des fréquences radio de partout, en permanence. Et pourtant, quand on regarde tout autour de nous, on voit du vide et des gens. Donc, ce qui est valable pour la radio est aussi valable pour les défunts. Ça, c'est un petit exemple, c'est le principe de la radio. Donc, vous avez une station d'émission, vous avez une station réception, vous avez des ondes qui passent entre les deux, et puis en fonction du type d'onde qu'on va propager dans l'espace, entre guillemets, et la force avec laquelle on va la propager, et la fréquence avec laquelle on va la propager, elle va aller plus ou moins loin et revenir sur Terre à cause de la stratosphère qui nous protège, ou alors elle va passer à travers et elle va aller dans l'espace. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser après. Le cinquième événement synchronique, c'est une multitude de questions communes qui résonnent à l'unisson et qui font sens pour nous. En voici une liste non exhaustive. Qu'y a-t-il après la mort? Un univers composé de plusieurs dimensions au-delà des dimensions usuelles, x, y, z plus le temps, des champs d'ondes de connaissances infinies pleins d'amour, ou est-ce l'assemblage de tout cela qu'on appelle le paradis? Après, que se passe-t-il quand une personne meurt? Selon vos croyances, est-ce mon âme, mon esprit ou mon corps énergétique qui quitte mon corps? Et comment voyage-t-elle et à quelle vitesse? Et où va-t-elle, l'âme? Ensuite, une autre question, pourquoi parfois je sens une odeur qui ne devrait pas être là? Est-ce l'odeur du goûter que faisait ma grand-mère décédée? Pourquoi ma tristesse est partie d'un coup à la senteur d'un plat que faisait ma mère défunte? Pourquoi quand je pense à mon enfant qui s'est suicidé, tout à coup l'odeur de son parfum envahit la pièce? Pourquoi j'entends une voix qui me parle dans un moment de silence? Est-ce que je deviens fou ou est-ce que j'ai vraiment capté un message de l'au-delà? Est-ce juste une intuition que fabrique mon esprit et que j'entends intérieurement? Est-ce un rêve éveillé? D'autres questions que vous pouvez vous poser, pourquoi dans un moment de grande tristesse ou de joie intense, quand je pense à mon conjoint qui est mort, j'ai l'impression de l'avoir près de moi? Est-ce lui qui me fait un signe? Est-ce un protecteur, un ange gardien qui est là pour me rassurer? Est-ce ma conscience qui me joue des tours? Est-ce que je suis fou ou folle? Pourquoi j'ai vu un halo de lumière, une silhouette au pied de mon lit, par exemple? Est-ce que je fais des hallucinations? Est-ce ma vision qui a changé à cause de mon émotion? Est-ce que ce que je vous disais par rapport à l'œil, est-ce que c'est mon émotion qui a transformé quelque chose dans mon cerveau qui fait que l'œil perçoit d'autres choses dans le spectre de lumière? C'est pour ça que je vous expliquais la lumière avant. Et la question qui revient le plus souvent, c'est comment je peux communiquer avec un être cher décédé ou à minima leur envoyer un signal pour qu'il se manifeste. Alors est-ce que je dois activer un élément en moi pour que ça marche? Est-ce que c'est mon amour qu'il faut que j'active, mon cerveau, mes chakras, mon cœur, un mélange de tout ou autre chose? Est-ce que si j'arrive à activer cet élément miracle, mon message sera bien compris entre nos deux mondes? Autre question. Et est-ce dans l'univers que mon être cher décédé se trouve? Est-ce qu'il est ailleurs dans un autre univers ou dans celui-là? Donc un deuxième lien avec l'univers. Alors je vais essayer de passer ça vite, c'est la partie scientifique de ce qu'ont découvert nos savants. En 1920, donc Max Planck émet l'hypothèse que les échanges d'énergie avec la matière se font par des petites quantités, au travers de petites particules, il a appelé ça les quarks. En 1950, Albert Einstein propose la vitesse de la lumière et la relativité restreinte. Alors ça, tout le monde a entendu parler, pour modéliser de grandes structures dans l'espace. Donc avec tous ces calculs, tout ce qu'il avait trouvé, on est capable de définir les galaxies, le mouvement des planètes, etc. Et puis Einstein, il avait dit un truc tout bête. Le reflet d'un miroir à la vitesse de la lumière ne reflète pas d'image. Et je me suis dit, tiens, ça c'est étonnant parce que c'est peut-être pour ça qu'on voit les fantômes. Alors vous allez me dire pourquoi. Si une âme est capable de voyager à la vitesse de la lumière ou au-delà de la vitesse de la lumière, ça veut dire que pour qu'on la voie, il faut qu'elle ralentisse. Et souvent, ça se passe devant un miroir ou devant une glace. Pourquoi? Parce que devant un miroir ou devant une glace, la réflexion de la lumière n'est pas la même. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous allez voir un halo ou voir une forme. Parce que l'âme a ralenti. Alors j'aurais une tendance à dire, et là c'est une expérience à faire, je vous laisserai le faire chez vous, si vous voulez voir un défunt, quand il vient de mourir, demandez-lui de ralentir. Vous lui parlez avec votre cœur, avec votre cerveau, et vous lui dites, si tu veux que je te voie, il faut que tu comprennes, il faut que tu ralentisses.
Ensuite, il a dit que les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais c'est une extension de l'espace qui perd alors sa signification. Il y a Hideki Yukawa, il s'appelle, de l'université d'Osaka, et lui il a posé la théorie qu'il y avait des champs d'ondes non localisés, on ne sait pas où ils sont, et puis qu'il y avait une particule qui se balade là-dedans, et puis qu'elle glace nulle. Et puis John Wheeler de l'université de Princeton, il a posé deux théories. Il a dit l'espace n'est pas vide, c'est le siège d'un endroit où la physique elle est extrêmement violente, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. Et puis il a défini une matrice de lien de l'état initial de la matière d'une situation. C'est le support de la théorie de fusion des ondes. Donc quelque chose qui ferait que différentes ondes peuvent fusionner et en former une autre. Voilà, donc ça c'est ce que nos savants ont découvert en 1950. Et ils avaient déjà les prémices de ce que je vais vous montrer après. En 2004, il y a David Jonathan Cross et deux élèves, Frank Wilczek et David Politzer. Ils ont partagé un prix Nobel de physique sur la liberté asymptotique et la chromodynamique. Alors même moi j'ai eu du mal à le lire. Et quand je l'ai lu, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? En fin de compte, en langage simple, ils vont découvrir que deux particules peuvent être en interaction l'une avec l'autre. Alors ça, si on regarde sur YouTube, on va trouver un truc avec l'histoire de la particule qu'on lance à travers une fente. Si on la lance à travers deux fentes, derrière elle produit une onde. Et puis si on commence à regarder ce qui se passe près des deux fentes, ah ben d'un seul coup ça redevient une particule. Donc ça veut dire que nous avons une interaction sur la matière. C'est ce qui explique la question que je me suis posée. Ben, est-ce que nous on ne modifie pas la matière? Nous. Puisque avec notre œil et notre pensée, on fait une interaction sur ce qu'il y a tout autour de nous. Donc c'est des choses qui sont des vibrations. Et puis David Jonathan Cross, là, il co-invente la théorie des cordes avec trois autres physiciens. Ils vont arriver à la conclusion que notre monde est fait de 10 dimensions superposées. Puis viendra la théorie des supercodes décrivant un univers jusqu'à 26 dimensions pour définir l'infiniment petit. Parce qu'ils sont partis là-dessus. Alors ils ont mis une théorie, ils ont fait plein de calculs, mais mathématiquement ça coince parce qu'entre physiciens ils n'ont pas tous les mêmes résultats. Ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça la théorie des cordes. C'est de se dire, tout autour de nous, là dans le vide, il y a plein de petites vibrations. Elles sont mélangées et intriquées les unes avec les autres et ça forme des plans d'ondes, des univers séparés. Et peut-être que les âmes circuleraient là-dedans, les objets et différentes choses. Et c'est pour ça qu'à cause de notre œil qui ne voit pas tout le spectre lumineux, eh bien on ne voit pas tout. Et pourtant, c'est tout autour de nous. Et en 2016, il y a Nassim Haramein, il va proposer l'univers connecté où toute l'information de l'univers et son énergie sont contenues dans chaque proton. Alors un proton, c'est quelque chose qui est autour d'un atome, c'est plus petit qu'un atome. Alors pour faire une échelle, vous voyez le dôme du Vatican, vous mettez une tête d'épingle sur le haut du Vatican, vous vous mettez en bas, et bien, vous êtes un atome, vous regardez le proton, c'est la tête d'épingle. Et puis ensuite, il a défini que l'information circulait sur des petits planks qui composent le proton, mais aussi sa surface et l'espace de vide autour de lui. Alors c'est quoi? C'est une toute petite particule, et elle est 1 milliardième plus petite que le proton. Donc ça veut dire, je suis assis sur le soleil, je regarde la Terre et je cherche une tête d'épingle sur la Terre, forcément je ne la vois pas. Donc tout autour de vous, dans le vide, là, ici, en ce moment, vous avez ces petits planks qui sont collés les uns aux autres. Et ces petits planks, ben, il a découvert que c'est ça qui faisait circuler l'information. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain mais la réponse, elle est là. Donc c'est comme ça que l'information circule dans le vide, c'est comme ça que se constitue la matière, parce que les ondes, quand elles tournent très vite, ben, quand elles arrivent à une certaine vitesse, elles constituent la matière, et quand elles sont à sa surface, elles font circuler l'information, et quand elles sont à l'extérieur, ben, ça forme le vide. Mais tout ça, ça ne forme qu'un. Et l'assemblage des planks forme des sphères intriquées les unes dans les autres qui représentent la fleur de vie en 2 dimensions. Il explique que l'information s'échange au niveau quantique comme un cœur qui bat. Et quand il a dit ça, j'ai dit « Ah, ça va rejoindre ma première théorie ». Si vous regardez cette image, alors je ne sais pas si au fond vous la voyez, mais en fin de compte c'est des sphères, il faut imaginer des sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et en géométrie, si vous les mettez à plat, pour ceux qui connaissent la fleur de vie, le fameux dessin avec tous les cercles les uns dans les autres,
ça démontre qu'entre les sphères, il n'y a plus de vide. Donc le Planck, c'est la particule la plus petite de l'univers qui fait qu'il n'y a plus de vide. Et comme je vous l'ai dit, l'information circule à l'extérieur, et à l'intérieur, ce qu'il a trouvé, c'est que la masse de l'univers, qu'il a définie à partir d'un trou noir, il a trouvé que la masse de l'univers et l'énergie d'un trou noir se trouvaient à l'intérieur d'un proton. Ça veut dire que toute l'information qu'on a dans l'univers, elle se trouve à l'intérieur d'un proton, et cette information s'échange de proton à proton grâce au Planck. Voilà ce qu'il a trouvé. Et pour nous, ça va servir à quoi? Parce que là, vous dites, là, il est rendu dans un truc physique, je ne comprends plus rien. La réplication est partout, à différentes échelles. Alors j'ai vu cette image, c'est ça qui m'a fait réfléchir à ça. Ça, c'est l'intérieur d'un cerveau humain. Ça, c'est une photographie de l'univers qui a été prise, ça fait pas longtemps. Et si on regarde les deux, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Les échanges d'informations dans l'univers à cette échelle, c'est les mêmes informations qu'on échange à l'intérieur de notre cerveau, à cette échelle. Et là, c'est ça que j'en ai mis d'autres là-haut. Si on compare la matière, ce que je vous expliquais au tout début, c'est pour ça que je vous ai fait une démonstration un peu physique, un peu casse-pied. Si on regarde les images qu'on a là-haut, eh bien, on voit des petits points lumineux, et puis si on regarde l'intérieur d'un cerveau, en fin de compte, c'est plein de neurones qui sont reliés, et là où ils communiquent, ça fait comme des petits points lumineux. On a réussi à faire ça, à voir ça sur des images. Mais en fin de compte, si avec notre œil on inverse, on s'aperçoit qu'il y a de la lumière partout. S'il y a de la lumière partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits Planck, c'est de la lumière. Mais c'est de la lumière blanche. La fameuse lumière qu'on verrait tous au moment où on sort de notre corps et qu'on va faire un petit tour dans cet espace. Donc ça veut dire que notre corps, il est composé à 99,9% de vide, que l'univers est composé à 99,9% de vide, et que la matière ne représente que la différence. Donc là maintenant je vais vous expliquer pourquoi je vous ai expliqué tout ça avant. Donc la pulsation du cœur, ça va aller vers l'au-delà. Parce que je me suis dit pourquoi quand on est, le premier truc qui se met en route c'est notre cœur. Alors physiquement on va dire c'est juste pour balader le sang, et puis c'est ça qui fait qu'on est debout et tout va bien. Si on est composé à 99,9% de vide, vous imaginez que vous êtes tous un univers chacun. Alors quand des fois vous vous dites je me sens seul, imaginez, vous êtes composé de 100 milliards de cellules, composé elle-même de 100 milliards d'atomes. Alors, quand votre cerveau il met tout ça en route pour que ça reste debout et qu'on ait un être humain, il y a une sacrée alchimie qui se passe et il y a des milliards d'informations qui circulent à l'intérieur de notre corps. Et c'est la même chose vers l'extérieur, parce que tout ça, ça circule sur le Planck. Alors, j'ai fait des petits dessins, parce que là, ça peut être plus simple. J'espère que tout le monde voit. Ici, j'ai représenté un être humain, le sol, le ciel, et puis là, c'est l'échelle des couleurs. Ici, c'est l'onde de fréquence. Donc, plus on va dans les couleurs qui vont vers les ultraviolets, plus la fréquence est serrée. Plus on va vers la Terre, plus la fréquence est longue. C'est pour ça qu'on parle de fréquence basse quand on parle de la Terre, et vous allez voir ça dans plein de bouquins. Même des bouquins qui parlent de l'ésotérisme, etc., on dit toujours qu'on a les deux pieds sur terre, on est dans la matière. Et, voilà. Et puis ici, à droite, vous avez tous les centres énergétiques. Ensuite, ce qui est très important à comprendre, les trois du haut, c'est trois centres énergétiques qui forment une sphère qui va générer des vibrations positives ou négatives de nos visualisations. Parce qu'avec notre tête, on fait marcher la visualisation et l'imagination. Donc ces vibrations, elles sont statiques, elles vont rester en haut, au niveau de notre tête. Ensuite, les trois centres énergétiques du bas, ils vont former une sphère qui génère des vibrations positives ou négatives. Ça va être nos émotions. Alors c'est facile à faire un parallèle, quand vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des papillons dans le ventre, vous avez beaucoup d'émotions. Et puis pourquoi? Parce qu'avec votre tête, vous avez imaginé plein de choses, la rencontre, etc. Donc il va se passer des émotions en bas, et puis de la visualisation en haut. Et puis ensuite, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le centre énergétique, c'est le centre énergétique du cœur.
il va générer un sentiment. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand les vibrations de notre visualisation rencontrent les vibrations de nos émotions, eh ben, on fabrique un sentiment. Plus nos émotions sont fortes, plus notre visualisation est forte, plus notre émotion va être intense. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça veut dire que quand vous êtes dans un état de douleur par rapport à un décès, souvent, on va dire l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va visualiser les choses qui sont tristes, alors l'enterrement, tout ce qui va avec, les gens habillés en noir, etc. Donc on a une visualisation qui est plutôt négative. Et puis on va avoir des émotions à cause de ça, qui vont être aussi des émotions tristes. On n'est pas bien, et la personne qui est là, donc nous manque. Donc nos émotions, elles vont être aussi plutôt négatives. Et le fait que ces deux émotions, enfin pas les émotions, les deux vibrations se rencontrent à l'intérieur de notre corps, on va fabriquer donc un sentiment qui va plutôt être négatif. Et c'est pour ça que j'avais fait l'image avec ce qui se passe dans le monde par rapport aux autres pays, où il y a des gens qui voient la mort comme quelque chose de gai, ils mettent des couleurs, ils font pas mal de choses, ils vont faire des danses, des repas, etc. Automatiquement, ça va générer quelque chose de différent. Parce qu'ils vont visualiser que la mort, ben, c'est pas quelque chose de triste, c'est plutôt quelque chose de gai, parce qu'on fait un passage. Ils vont avoir des émotions, ben forcément, plutôt gaies. Il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a plein de choses, et c'est très gai. Donc automatiquement, ils vont fabriquer un sentiment qui, lui, va être positif plutôt que négatif. C'est pour ça que je vous disais que quand il y a un décès, eh bien, même si, alors je vais prendre des pincettes avec ce que je vais dire, mais même si l'événement paraît triste parce que la personne nous manque énormément, c'est ce phénomène qui va faire qu'à l'intérieur de nous, le sentiment, il sera bon ou plutôt mauvais. Et il n'y a rien qui vous oblige à vivre un décès comme quelque chose de triste. Tout va dépendre de comment vous le visualisez et de comment vous le collez à vos émotions personnelles. Et tout ça, ça va se produire au niveau de votre cœur. Et là, je vais arriver au petit détail. Attendez, je vais vous dire un truc important. Le champ électromagnétique du cœur, il est 5000 fois supérieur au cerveau. On vient de découvrir ça en physique. Et le champ électromagnétique, il est 5000 fois supérieur au cerveau, et le champ électrique est 1000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc, on a tous appris à l'école que c'est notre cerveau qui pilote toute la machine. Là, on est d'accord, informatiquement, c'est lui qui gère toutes les cellules. Il est là pour coordonner tout ça. Mais émotionnellement, c'est pas le cerveau qui gère le truc. Et la grosse erreur qu'on fait tous, c'est qu'on fait que penser avec notre tête, et pas assez avec notre cœur. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on met une visualisation positive ou négative, plus des émotions positives ou négatives, on va fabriquer donc un sentiment qui est positif ou négatif. Alors si on y ajoute une pulsation cardiaque, le bobon, c'est une fréquence. Et cette fréquence, elle se répète. Et n'importe quel cardiologue vous dira qu'un cœur, il ne bat pas tout à fait à la même fréquence tout le temps. Il a un petit décalage. S'il était tout le temps à la même fréquence, au bout d'un moment, vous faites un arrêt cardiaque. Et pourquoi la nature fait ça? Parce que votre émotion, elle se cale sur la fréquence de votre cœur. Et les pulsations, eh bien, en fin de compte, elles vont amplifier ce signal. Alors qu'est-ce qui va faire que ça va être plus ou moins fort autour de vous? Eh bien, ça va être la croyance. Plus vous allez croire fortement dans ce que vous êtes en train de penser positivement et émotionner positivement, plus ça va se propager autour de vous. Alors ça marche si on pense à un défunt, mais ça marche pour tout ce qui se passe autour de vous. Ça marche dans votre vie sociale, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Donc cette vibration, en fin de compte, là sur le petit dessin, c'est ce que je montre, comme des cercles concentriques qui partiraient du cœur et qui iraient vers l'extérieur. Et comment ça marche? Ben là j'ai représenté deux personnages. Chacun émet donc son sentiment avec plus ou moins de force. Là, l'autre personne fait la même chose.
Et en fin de compte, quand vous émettez quelque chose dans le vide, comme je vous l'ai expliqué, il y a les petits plantes là, qui sont partout, qui font circuler l'info. Ah, je pense à ma femme, elle va être super belle, elle va être blonde, elle va être comme ça, hop. Il y a un homme là qui pense, une femme qui pense à un homme d'un autre type, hop, chacun émet des émotions dans l'espace qui circulent sur les petits plantes. Et à un moment donné, l'univers, ou l'espace du vide, vous l'appelez comme vous voulez, il va provoquer un changement dans la matière pour qu'il se produise une synchronicité. Et là, vous allez rencontrer la personne de manière complètement fortuite. Alors, il y a les choses que vous provoquez, qui vont lancer le phénomène, mais parfois, vous pouvez rencontrer quelqu'un, et c'est comme ça que vous avez des coups de foudre, où il y a deux personnes qui se rencontrent, ils ne se sont jamais vus, ils se regardent et ils se comprennent. Et hop, ils font une belle histoire d'amour, ça dure 30 ans, ils ont beaucoup d'enfants, et c'est génial. Eh bien, ça fonctionne grâce à ça, pas votre cerveau. Votre cerveau, il n'y est pour rien là-dedans. Donc, plus vous allez penser avec votre cerveau, moins ça va marcher. Donc, si vous voulez parler, comme cette émotion, ce sentiment, il se propage à l'extérieur, mais il se propage très 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 loin. Et plus vous croyez que ça peut se propager loin, plus ça va loin. Parce que c'est une onde et c'est une fréquence. Donc plus c'est fort votre émotion, pas l'émotion, votre sentiment, plus il est fort, plus il va se propager loin. Et puis il va naviguer, quand il approche la couche atmosphérique, comme je vous l'ai montré avec le phénomène de la radio, si vous pensez assez fort, mais vous passez la couche de la stratosphère et ça part dans l'espace. Et comme l'univers est composé de plein de petits planques, ça circule, jusqu'à temps qu'il y a un moment donné, il y a une information qui est collectée, elle va être modifiée et elle va revenir. Et quand elle va revenir, tous ces petits planques vont s'organiser d'une certaine façon. Alors, au moment du Big Bang, de la création de l'univers, ça fabriquait des planètes et plein de choses, mais ça peut aussi fabriquer plein de petites choses autour de vous pour provoquer ces synchronicités. Vous voyez ? Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes en communication parfaite. Et c'est ça que les moines tibétains, et dans beaucoup de textes de religion, on vous dit que demande et tu vas recevoir. Mais demande avec quoi ? Nous, on a tous pensé que c'était avec notre tête. Et c'est pas avec la tête qu'il faut demander. Avec la tête, on visualise. Avec le bas, on fait des émotions. Et avec notre cœur, on fabrique des sentiments. Et c'est les sentiments qu'il faut propager. Vous comprenez ? Et ça, c'est un mode d'emploi extraordinaire. Parce que si vous appliquez ça dans votre vie tous les jours, vous allez voir que les événements qui sont autour de vous, ils vont changer. Automatiquement. Et puis après, le fait que tout aille bien, vous voyez, on représente les centres énergétiques, alors les gens qui appellent ça les chakras, s'ils sont tous bien équilibrés, si vous faites attention à ce que vous mangez, ce qui n'est pas toujours facile avec tous les trucs sucrés qu'on nous met sous le nez, si vous faites l'amour souvent, vous avez une bonne énergie, il va fonctionner comme il faut. Le cœur, je vous ai montré comment ça fonctionnait, votre thyroïde, le troisième œil. Alors là, je parle au médium. Le troisième œil, il est relié à la glande pinéale qui est derrière dans le cerveau. Et puis derrière dans le cerveau, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de petits cristaux. Et puis ces cristaux de quartz, c'est comme le quartz pour la radio, ça sert à amplifier le signal. Et ces gens-là, ils en ont plus que les autres. Et c'est ce qui leur permet d'aller voir ce qui se passe dans l'univers. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils voient le futur, certains ? Parce que quand vous regardez les étoiles, la lumière que vous voyez qui vient d'arriver, elle a par exemple 3 millions d'années-lumière. Ça veut dire que ce que vous voyez, ça s'est passé 3 millions d'années en arrière. Donc, s'ils ont la possibilité de voyager sur les petits plantes et de récupérer de l'information et de la ramener, ils vont ramener de l'information que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Voilà. Et puis, je termine. Alors, je vais vous faire une petite expérience, parce que Yves me dit qu'il faut que j'accélère. Je suis désolé parce que ça me passionne, j'aurais aimé vous expliquer des petits détails, mais bon, on va faire ça. Ce que vous allez faire, vous allez poser votre main droite sur votre cœur, à gauche. Vous allez fermer les yeux. Et maintenant, vous décroisez les jambes, mais vous posez votre main droite sur votre cœur, vous fermez les yeux. Et je vais vous demander de penser
un souvenir, quelque chose mais qui vous a fait kiffer, mais un truc de fou. Alors ça peut être un câlin avec quelqu'un parce que c'était génial, ça peut être une balade à la montagne, ça peut être avec vos enfants, ça peut être... Prenez le souvenir, mais le plus intense. Vous fermez bien les yeux, et maintenant, imaginez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Les odeurs, les gens qui étaient là, les sons. Avec vos 5 sens, ressentez tout ce qui s'est produit à ce moment-là. Et revivez le moment intensément. Et maintenant, vous allez prendre un deuxième souvenir, aussi intense, dans quelque chose que vous aimez aussi. Alors ça peut être un mets, d'un repas, quelque chose que vous adorez. Et si, en pensant à tout ça, vous avez les larmes qui vous viennent aux yeux, si vous avez envie de rire, s'il y a tout ça qui se produit, eh bien vous le laissez monter. Et maintenant, rouvrez les yeux. Vous vous sentez comment par rapport à juste avant? Est-ce que vous vous sentez différent? Si vous faites de l'exercice avec de la musique qui vous produit beaucoup d'émotions, alors là j'avais pas le temps parce que je n'avais pas préparé la musique qui allait bien, il aurait fallu que je le fasse, et bien vous allez vous apercevoir que votre état émotionnel et le sentiment que vous avez à ce moment-là, il est complètement différent. Donc quand vous êtes en train de repenser à la personne qui est décédée, et que ça vous amène dans un état plutôt négatif, je vous invite à poser la main sur votre cœur, à repenser éventuellement aux moments les plus géniaux que vous avez eu avec la personne, ou à prendre un autre événement qui vous a vraiment fait kiffer, et vous ressentez ça à bloc. Et vous allez voir que quand vous allez rouvrir les yeux, vous n'êtes pas dans le même état. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous avez fait ce que je vous ai montré. Vous avez travaillé avec cet outil. Et ça marche pour tout. Et quand vous voulez donc communiquer avec quelqu'un, par exemple, avant de venir à un séminaire comme ça, alors je parle surtout pour les gens qui viennent pour la première fois, eh bien prenez le temps, pendant 15 jours avant, de faire cet exercice et de penser à la personne de manière positive et d'imaginer qu'elle vient ici et qu'elle va vous parler. Mais ne le faites pas avec votre tête, ça ne servira à rien. Parce que plus vous allez faire de bruit avec votre tête, et moins le message va circuler à l'extérieur. Voilà, ça c'est très important. Et le deuxième exercice que je vais vous faire, refermez tous les yeux et vous allez prendre la main de votre voisin. Et vous allez faire une chaîne comme ça, que celui qui est au bout de la chaise, il donne la main à celui qui est derrière, son bras de gauche, son bras droit, et vous faites une énorme chaîne comme ça. Maintenant, si tout le monde y est, vous fermez tous les yeux. Je vous demande vraiment de jouer le jeu. Fermez tous les yeux. Et imaginez maintenant que vous êtes une énorme conscience collective. Que tous vos cœurs sont liés avec les images que je vous ai montrées. Vous voyez, cette espèce de vibration qui sort de votre cœur et qui touche à votre voisin. Et ressentez le bonheur entre vous. Visualisez toutes les bonnes choses qui vont vous arriver demain et enlevez la peine que vous avez eue avant d'arriver ici. Parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Tous, tous, tous. Mais en tout cas, je vous laisse rouvrir les yeux et sachez que on est tous reliés dans l'univers. Et grâce au vide. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée.